Salut les carencés! Aujourd'hui je réponds à vos questions. J'ai lancé une FAQ la semaine dernière sur ma page Insta et Facebook pour fêter les 50 000 abonnés de ma chaîne YouTube. Donc avant tout, merci beaucoup, merci de vous être abonnés, merci de me suivre, de me soutenir, merci de partager mes vidéos et bienvenue à tous les nouveaux. Si j'ai pas répondu à vos questions, c'est peut-être que j'y ai déjà répondu dans une autre vidéo. Et je vous le dis tout de suite, je vais pas y aller par quatre chemins, je n'ai pas préparé cette vidéo, je viens de sélectionner les questions sur mon ordinateur, je les ai mis sur mon téléphone, je vais y répondre spontanément, voilà, c'est ce matin, je viens de prendre mon café, et on va discuter ensemble comme si vous étiez mes amis, hein, finalement. Prendre la parole sur internet sur des thématiques aussi alternatives et controversées, c'est toujours un exercice un peu délicat pour moi. Donc je vais dire ce que je pense. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver face caméra. Encore une fois, c'est mon point de vue, peut-être que c'est pas le vôtre. Je vais vous faire part de ce qui fait sens pour moi et j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Et j'ai pas réponse à tout aussi, hein. Peut-être que je vais répondre à côté de la plaque, parfois. Alors, as-tu des animaux? Alors oui, j'ai une tortue qui s'appelle Nikita. Et depuis cet été, j'ai deux petits chatons qui vivent avec moi, que j'ai rescapés, des petits chatons des rues, que j'avais pris sous mon aile pour les sortir de la rue et leur éviter le refuge. Et je m'étais dit, je leur donne les premiers soins pour les chatons, l'identification, les vaccins, la stérilisation, et je leur trouverai une famille. Sauf que j'ai décidé de les adopter et de les garder auprès de moi, et je les ai appelés Rose et Luna. Ces deux sœurs, j'ai pas envie de les séparer, j'ai pas envie de m'en séparer. Ce qu'elles m'apportent, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de réconfort et une présence que je connaissais pas du tout parce que j'ai jamais eu de chat dans ma vie et c'est que du bonheur. Tu manges quoi le matin? Le matin, je mange pas ce qu'il faut manger, je mange pas un bol d'avoine avec des fruits secs et tout. Il faudrait, je sais. Le matin, je me fais du café et je me fais 2 tartines de margarine avec du sel. Et en général, je bois 2 cafés, mais 2 grands cafés. Et j'ai faim 2 heures après et je mange 2 heures après. Et avant le café, j'essaye d'avoir le réflexe de boire un verre d'eau avant de mettre du café dans mon organisme dès le réveil. C'est pas ce qui est recommandé. Y a-t-il d'autres véganes dans ta famille? Pas du tout. Ma petite cousine est végétarienne depuis peu et on a fêté un Noël vegan cette année, mais je suis la seule végane. Y a-t-il un grand rêve que tu as réussi à réaliser à part le Sea Shepherd? Oui, c'était un rêve de voir les orques en liberté. J'imaginais pas vivre cette vie sans les rencontrer. Donc ce rêve a été réalisé. Maintenant j'en ai plein d'autres à réaliser. Mais oui, il y a eu celui-là. T'as déjà goûté le houmous au chou-fleur? Non. Répétez, pété, cornichon, nichon. Oui. Comment tu fais pour être jolie comme ça là? Je mange des plantes. Ton ustensile fétiche en cuisine, celui que tu emporterais absolument partout. Un couteau, un bon couteau. Ou un presse-ail. Ou de l'huile d'olive. Comment ne pas être en colère et répondre sèchement quand des personnes qui n'y connaissent rien viennent insulter mon régime alimentaire avec des propos vraiment stupides? Alors déjà, personne ne t'a demandé de ne pas être en colère. Comment ne pas répondre sèchement? Donc j'imagine comment répondre de façon constructive avec un impact positif sur son interlocuteur. Et là, dans une situation où tu as en face de toi quelqu'un qui t'insulte. Et quelqu'un qui t'insulte, c'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas avoir de discussion. Donc soit tu t'énerves, soit tu arrêtes la discussion. Moi je me suis déjà énervée avec des gens qui m'insultent, parce que tu m'insultes pas. Donc ce que je fais maintenant pour éviter de m'énerver, parce que je m'énerve, enfin tu vois, c'est normal, il y a des gens qui sont énervants, il y a des gens qui te tapent sur le système, il y a des gens qui te poussent à bout, et que c'est désarmant de voir la bêtise humaine, donc je comprends tout à fait. Donc ce que je fais, quand je vois que la discussion n'est pas possible, je coupe court à la discussion, et j'explique à cette personne de façon très posée que nous n'allons pas avoir cette discussion parce que nous ne serons pas d'accord. Et ça arrive de ne pas être d'accord sur des sujets, mais véganisme ou pas, si je me retrouve à table avec quelqu'un du Front National, ça va pas bien se passer. Et je me suis rendu compte d'un truc, en fait quand tu discutes avec quelqu'un qui se moque de tes idées, c'est tes idées qu'il faut défendre, c'est pas toi. Et c'est différent comme dynamique, je m'explique. Si tu te défends toi, peut-être que tu vas perdre tes moyens parce que parfois on n'a pas confiance en nous et on s'écrase complètement, on n'arrive pas à s'affirmer, on se laisse insulter et on devient victime. Et ce serait facile de te dire aujourd'hui, mais vas-y, te laisse pas faire. Sauf que ne pas se laisser faire, parfois, c'est impossible.
face à des gens qui sont foncièrement méchants et qui se moquent de toi et qui sont mauvais au fond d'eux-mêmes et qui ne révèlent que le négatif de ta personnalité. Il y en a, voilà, on vit dans un monde où il y a des gens mauvais. Hein. Moi, ce que je fais, c'est pas que je me défends moi, c'est que je défends mes idées. Je défends les animaux. C'est très différent. Quelqu'un qui me dit « Eva, t'es nulle, t'es qu'une merde et t'es moche », peut-être ça va me toucher. Quelqu'un qui me dit « Tes idées, c'est de la merde, les animaux ne souffrent pas et le réchauffement climatique, ça n'existe pas et les océans vont très bien », ça va pas du tout avoir le même impact parce que mes convictions sont fortes et je suis certaine qu'elles sont justes, que j'ai raison, tu vois. Et là, j'ai dans ma tête une liste d'arguments pour défendre ces idées, qui ne sont pas des idées, qui sont en fait des faits, que ce soit des faits scientifiques ou des faits réels, pour lui faire fermer son clapet. Soit lui faire fermer son clapet, soit échanger avec cette personne. Et c'est en ce sens-là que l'ego n'a pas de place dans une discussion, et c'est là où on se trompe, je pense. Ne prends pas les choses personnellement, et défends tes idées, défends les animaux. Et s'il faut que tu t'énerves, énerve-toi en fait. Moi je te conseille de garder ton calme parce que c'est comme ça qu'on peut avoir des discussions intéressantes, mais si en face de toi t'as quelqu'un qui est débile, et il y a des moments, voilà, comme ça, comme tu dis, où on peut pas garder son calme et il faut pas garder son calme. C'est comme ça que je fonctionne, mais pour tout. Si face à moi j'ai un mec qui me dit que c'est ok de frapper sa femme, ça va très mal se passer. Non, tu frappes pas ta femme, non, tu frappes ni ton enfant, ni ton chien d'ailleurs. Et s'il faut que je te crie dessus pour que tu le comprennes, je le ferai. Parce qu'en fait, tu devrais être en prison. Donc oui, parfois, il faut taper du poing et défendre nos idées. Et bien sûr qu'il faut dire aux cons qui sont cons. Question suivante. Et si tu es coincé seul sur une île déserte avec un cochon, comment tu vas l'appeler? C'est ma question préférée, je crois. Je sais pas, ça dépend comment il s'appelle. Je sais pas, il faut que je fasse connaissance avec lui, puis il me dira comment il s'appelle. Bonne question. Quelle formation de chef as-tu fait? Donc moi j'ai pas fait de formation, j'ai pas fait de CAP cuisine parce que donc je venais du théâtre et en fait dans mon intermittence, voilà, quand tu fais du théâtre, des phases où tu travailles beaucoup et des phases où tu ne travailles pas, et dans ces phases là moi j'arrivais pas à rien faire, donc je me suis investie dans du bénévolat. Et c'est là que j'ai découvert Sea Shepherd, et c'est là que j'ai eu envie de partir en mission avec Sea Shepherd. Et j'ai appris toute seule, en fait, je suis autodidacte en cuisine. J'ai eu envie de me former pour avoir un diplôme, pour que ce soit plus facile d'avoir du travail en cuisine. Sauf que j'avais pas du tout envie de passer un CAP et travailler des produits animaux, de la viande, du poisson, tout ça. Donc j'ai appris toute seule, j'ai appris avec l'aide de certains chefs qui m'ont donné des tuyaux, j'ai lu des livres, j'ai passé des heures en cuisine. Donc c'est la pratique qui m'a appris. Et aujourd'hui, je suis moi-même formatrice, donc avec la formation en ligne que j'ai créée pour vous. Et je suis aussi formatrice à l'école Vers la table, lors du stage sur les bases de la cuisine végétale. Et dans cette école, il y a aussi 3 semaines de formation professionnelle à la cuisine végétale. Et j'ai très envie de la faire parce que j'ai envie d'apprendre, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et cette formation est vraiment trop bien. Penses-tu que la crise sanitaire va enfin faire bouger les mentalités au niveau écologique, nous faire consommer moins de produits d'origine animale et cela de manière pérenne? Bref, es-tu optimiste sur notre futur? Alors, je peux pas répondre par oui ou non, ou c'est pas tout blanc tout noir. Je pense qu'aujourd'hui il y a 2 chemins qui se présentent à nous. Et on y est, c'est maintenant. Soit on va vers l'effondrement, c'est la fin. On va être face à tout ce qu'ont prédit les écologistes depuis 50 ans. On va subir les conséquences de la folie humaine et l'hyperactivité industrielle et tout. Donc soit on y est, malgré toutes les mises en garde des écologistes, des scientifiques et tout. Et c'est la fin de notre civilisation et du vivant. Et on y est déjà, puisqu'il y a déjà des espèces qui disparaissent. Et en plus, je pense qu'on ne sait pas tout. Et vaut mieux pas, parce que déjà, moi, avec tout ce que je sais, je panique, quoi. Et je pourrais pas te répondre à cette question sans te dire que je suis très inquiète. C'est pas d'être pessimiste, je pense que c'est que d'être réaliste, que de penser comme ça, malheureusement. Et d'un autre côté, on a le chemin de la révolution. Est-ce qu'on ne serait pas aux prémices d'une révolution verte, effectivement? Est-ce qu'il fallait pas ça pour que les gens réagissent? Puisqu'apparemment, les hommes sont incapables de prévenir plutôt que guérir. Maintenant, il faut qu'on soit dans une guérison.
et il faut qu'il y ait des humains qui réparent les erreurs d'autres humains. Donc c'est pour ça qu'il faut nous absolument qu'on continue à se battre sur le terrain, dans l'éducation, dans l'information. Il faut qu'il y ait des lois qui changent. Je sais pas si j'ai confiance en l'humanité ou si je n'y crois plus du tout. Parce que j'ai rencontré à la fois des personnes qui me font penser que l'humanité est avide, cruelle, assoiffée de pouvoir et de domination. Et d'un autre côté, j'ai rencontré des personnes qui se battent pour la paix et la justice et pleines d'empathie et de compassion. Donc je pense qu'on est aux prémices d'une nouvelle ère, ça c'est certain. Et malheureusement, même si on est déjà beaucoup à prôner le pacifisme et tout, cette révolution elle est en train de se faire aussi dans la violence. Et je me demande parfois si on n'est pas obligé de passer par là. Et je conçois tout à fait que certaines personnes aient envie de tout casser et cassent tout. Et moi-même, je sais pas si je suis une pacifiste ou si un jour je vais pas péter un câble et je vais tout casser. Ça m'étonne pas quand je vois un mirador de chasseurs qui a été pété par des activistes. Parce qu'en fait c'est une violence pour la non-violence, c'est-à-dire casser un mirador de chasseurs c'est pour éviter la mise à mort d'un individu. Donc c'est éviter la violence de la mise à mort d'un individu. Sauf qu'on vit dans un pays où la loi dit que ce qui est violent c'est de casser un mirador et pas de tuer un individu. Par individu j'entends un animal sauvage, hein, vous avez compris. Et à force, c'est vraiment en train de titiller moi, mon pacifisme en fait. Et, donc j'ai envie de me dire qu'on est face à une révolution et qu'elle est déjà initiée, qu'elle est en route pour un avenir meilleur parce que on peut plus continuer comme ça. Donc qu'importe le résultat, qu'importe le chemin, parce que j'ai l'impression qu'on est face aux deux chemins et en même temps les deux sont ensemble. Il y a à la fois tous ceux qui veulent une révolution verte et tous ceux qui sont en train de tout détruire. Donc qu'est-ce qui va se passer, je sais pas. Moi je sais ce que je veux, c'est la révolution verte, c'est un monde meilleur. Il faut que ça change, pas parce que c'est bien ou mal, parce que c'est insupportable pour moi de vivre dans ce monde-là. J'en souffre terriblement, je suis pas la seule et ça va pas du tout. Et j'ai peur à chaque fois que je décroche le téléphone d'apprendre que j'ai un ami qui s'est suicidé. C'est plus possible en fait, il faut que ça change, il faut que ça change. Et on n'est pas heureux quoi. Et je crois que le propre de l'homme c'est d'être heureux et il faut se battre pour notre bonheur. Et en fait moi mon bonheur ce serait de voir la libération des animaux, de voir une diversité culturelle harmonieuse dans les sociétés, que mes amis homosexuels peuvent vivre sans la peur de se faire tabasser dans la rue et que quand on est une femme et qu'on est en couple on arrête d'avoir peur de notre conjoint. Et autres. Et vivre dans des sociétés ouvertes d'esprit, avec un respect de notre environnement, un respect des autres êtres vivants, et surtout une société qui ne soit pas dirigée par l'argent. Et en fait, bon, on va encore dire que je suis une anticapitaliste, de toute façon je crois que je suis une anticapitaliste. Quand je parle d'effondrement, en fait il y a peut-être des effondrements qui sont nécessaires au développement de la révolution verte, tu vois. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on change tout le système? Est-ce que c'est pas une bonne chose que tout s'écroule au niveau du capitalisme pour pouvoir faire naître justement une nouvelle ère, une nouvelle dynamique? Parce que c'est une des premières raisons de la destruction de la beauté du monde en fait. Quel est ton positionnement concernant l'antispécisme? Je pense que l'antispécisme est nécessaire dans la lutte pour la protection animale. En fait c'est pas tout de ne pas être spéciste ou d'être végétarien ou d'être vegan et tout. C'est important d'être contre le spécisme. C'est exactement comme l'antiracisme par exemple. C'est pas tout de ne pas être raciste. Je pense qu'il faut lutter contre le racisme. Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, s'il y a quelqu'un en face de moi qui fait une réflexion raciste, je vais lui rentrer dedans. Et il y a des choses que je peux pas laisser passer, il y a des choses que je peux pas entendre, il y a des choses que tu peux pas dire devant moi sans que je te dise que ce que tu dis c'est complètement débile. Et ça je le fais naturellement. Et l'antispécisme, je l'envisage comme ça, tu vois. Bien que adopter un mode de vie vegan et tout, c'est déjà quelque chose de merveilleux, c'est que ces choses-là doivent disparaître. Le spécisme doit disparaître, le racisme doit disparaître, le sexisme doit disparaître. Et il faut se battre pour ça, parce que c'est encore là. Donc on a besoin de l'antispécisme parce qu'il vise l'abolition de la souffrance animale, l'abolition de l'exploitation animale. Et c'est qu'en visant cet objectif-là qu'on arrivera à avancer. Donc viser un objectif, s'ancrer dans la réalité pour comprendre comment est-ce que pas à pas on va y arriver, comme un escalier.
Et quand tu penses que par rapport au spécisme, on en est encore à dire aux gens adoptez, n'achetez pas des animaux, arrêtez de porter de la fourrure, arrêtez de tester des produits cosmétiques sur des animaux dans des laboratoires, en fait on est loin du compte. Et c'est absolument essentiel qu'il y ait des antispécistes, puisque ce sont les penseurs de la cause, c'est eux qui vont faire réfléchir les populations, c'est eux qui mettent le doigt sur des problèmes philosophiques, éthiques, moraux, et c'est en changeant les mentalités qu'on va faire changer les lois, et c'est en éduquant qu'on fera changer les habitudes. Donc l'antispécisme est nécessaire. C'est pas tout d'être quelqu'un de juste. Je pense qu'il faut aussi être contre l'injustice, et se soulever contre ça, et dénoncer les injustices. Et si quelqu'un dit quelque chose d'aberrant devant nous, qu'on estime injuste ou immoral, il faut lui dire, parce qu'on est en 2021 et qu'il y a des choses qu'on peut plus entendre, quoi. Pour tous ceux qui n'ont aucune idée de ce que je suis en train de parler, commencez par lire le livre Antispéciste d'Émeric Caron, voilà. Et encore une fois, t'es pas obligé d'être véhément dans ton antispécisme, c'est juste expliquer déjà ce que c'est que le spécisme. Être antispéciste, c'est déjà donner une définition du spécisme quand on est face au spécisme. Par exemple, quelqu'un qui va faire une réflexion spéciste. Alors, ça va être... c'est vrai que moi j'ai beaucoup moins de contact affectif avec une poule qu'avec un chien, quoi. Et ça, c'est une réflexion spéciste dans le sens où la personne crée une échelle hiérarchique entre deux individus de différentes espèces, en valorisant l'une plus que l'autre. Si tu expliques très simplement à cette personne que ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'on appelle le spécisme, et que cette réflexion vient sans doute du fait qu'il connaît très mal cette espèce, puisque les poules sont des êtres très affectueux, si seulement tu en as déjà vu une et que tu vis avec. Et qu'il échange une affection avec un chien parce qu'il vit avec, et qu'en fait tu te rends compte que tous les animaux sont doués de sensibilité et d'affection, et d'émotion, et de sentiments. Quelles sont tes origines? J'ai cru comprendre portugaise, mais je ne suis pas certaine. Si c'est le cas, penses-tu nous faire un jour des recettes véganisées, des plats typiques et spécialités portugaises? Je pense notamment au fameux pastéis de nata. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Oui, je suis d'origine portugaise et italienne, sicilienne, et un peu espagnole, il semblerait. Et mes deux parents sont pieds noirs du Maroc. Et moi je suis née à Marseille, en France. Donc la gastronomie avec laquelle j'ai grandi, c'est celle-là. Des plats d'Italie, des plats marocains, des plats du terroir français. Et je le fais déjà de véganiser un peu des recettes traditionnelles. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de recettes portugaises. Et j'ai envie d'aller au Portugal pour m'imprégner vraiment de la gastronomie de là-bas. Aller voir ma famille aussi. Et vous concocter quelque chose de sympa. Est-ce que toi aussi tu compares l'insémination artificielle d'un animal à un viol? Alors non. Je compare pas ce qui est pas comparable. On entend beaucoup ces mots-là, viol ou holocauste, pour comparer en fait aujourd'hui les drames de l'exploitation animale et les drames de l'humanité, pour qu'en fait ça fasse écho dans le cerveau des humains. Et moi j'utilise pas ces comparatifs parce que en fait ils sont pas comparables. C'est deux choses différentes en fait. Ce qui s'est passé avec les juifs, c'est l'un des plus grands drames de l'histoire de l'humanité, comme l'esclavage ou les génocides. Je pense qu'il faut considérer chaque drame tel qu'il est, mais c'est pas comparable, et il n'y a pas à comparer en plus. Il n'y a pas à dire ça c'est pire que ça, ou ça c'est comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'exploitation des animaux et l'élevage intensif, c'est comparable à rien qui a existé, et c'est un drame en lui-même en fait. Et il se définit tout seul. Il n'y a pas besoin de dire viol, holocauste ou une insémination artificielle, c'est dans sa définition quelque chose d'horrible. Comme un viol, dans sa définition, c'est quelque chose d'horrible. Justement, il faut donner sa juste valeur à ce qu'on dit. Il faut absolument expliquer que ce mot-là, insémination artificielle des vaches, c'est une abomination. Et c'est ce terme-là en fait qu'il faut utiliser. Et c'est l'abomination de ce terme-là qu'il faut révéler. C'est-à-dire qu'au-delà de comparer avec des trucs qui ont déjà existé et tout, c'est qu'il faut faire entendre la vraie signification de certains mots. Une insémination artificielle, c'est bien plus complexe qu'un viol en fait. C'est tout le processus d'écloisation d'un être vivant et tout. Et il n'y a pas de comparatif à faire, il faut expliquer ce que c'est que l'élevage intensif. Il faut expliquer ça, il faut expliquer que ça n'a jamais existé ce qu'on est en train de vivre. Il faut dire que c'est pas normal qu'on mange des animaux qui sont élevés dans des hangars. Et pour moi, c'est faire honneur aux animaux que de les défendre à part entière en fait.
Bien sûr qu'en soi c'est un viol, c'est une violation de l'individu que de faire une insémination artificielle, mais c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est pas que un viol. Et je pense que pour que ce discours soit entendu, toi ça fait sens pour toi que une insémination artificielle ce soit un viol, une violation de l'individu vache. Mais il faut que tu aies conscience que ce qui fait sens pour toi ne fait pas sens pour tout le monde. Et il y a encore énormément de personnes qui pensent que les vaches sont inférieures aux hommes, par exemple. Donc, ils vont pas comprendre le poids de ton mot viol si tu parles d'une insémination artificielle. Il sera beaucoup plus touché par le mot viol d'une femme que le mot viol d'une vache. Donc un truc que j'ai compris aussi avec les années en discutant avec beaucoup de gens, voilà, c'est que ce qui fait sens pour nous ne fait pas sens pour tout le monde. Tout le monde n'a pas fait notre chemin, tout le monde n'est pas dans ses réflexions. Et il faut expliquer ce que c'est qu'une insémination artificielle. C'est dégueulasse. Et c'est énormément de souffrance. Et il faut la définir dans sa globalité. Et c'est faire honneur aux vaches que de le faire. Donc non, j'utilise pas le mot viol pour une insémination artificielle, j'utilise le mot insémination artificielle avec tout ce que ça signifie. Tout comme il est important de définir ce que c'est que le viol, et parce que des gens l'ont défini, pour expliquer les conséquences d'un viol, qu'est-ce que c'est que la violation d'une intimité, qu'est-ce que c'est que le consentement, la brutalité d'un viol, aujourd'hui, tu entends ce mot, tu comprends ce que c'est. Il faut qu'on fasse la même chose avec les autres violences. Malheureusement, on vit dans un monde où il y a plusieurs drames qui existent, qui ont existé, et apparemment, en plus, les hommes n'apprennent pas de l'histoire, donc c'est épuisant. Mais je pense que c'est à nous de définir les choses comme elles sont, et dans leur globalité, de façon à ce qu'elles soient le plus proche de la réalité et du bon sens, tu vois. Le but, ce serait que quand on dise le mot insémination artificielle, dans l'esprit des gens, ce soit pas l'idée d'une petite pipette dans un laboratoire qui fait ça très proprement. Non, c'est la réalité des choses, d'une vache qui est attachée, enfermée, à qui on insère son bras et qu'on va utiliser comme un objet de reproduction pour faire tourner son business. C'est ça l'insémination artificielle. Et dans l'insémination artificielle, oui, il y a un viol. Mais il n'y a pas que ça. Question suivante. Elle est sympa cette FAQ. Elle m'a complètement plombé le moral des gens avec cette FAQ. Est-ce que tu penses que tu as atteint ton goal ou tu as d'autres objectifs, que ce soit au niveau de l'alimentation et du style de vie en général? J'ai pas du tout atteint mon goal. C'est vrai que quand je regarde le chemin que j'ai parcouru, je trouve ça incroyable. Tout ce que j'ai mis en place, tout ce qui a changé et tout ce qui est devenu naturel dans mes habitudes et tout. Et au plus j'avance, au plus j'ai envie de me rapprocher de mes convictions et tout. Et plus mes convictions grandissent. Parce qu'en fait, ce mode de vie et de me connecter à qui je suis m'a apporté tellement de bonheur. Puis ça a donné un sens à ma présence ici sur Terre et tout. Enfin, je pense que toutes les personnes qui sont véganes savent exactement de quoi je parle. Et au plus j'avance, au plus j'ai envie de continuer vers cette dynamique-là. Et bien sûr que non, j'ai pas du tout atteint mon goal. Dans l'alimentation, oui. Et voilà, je porte plus de cuir et tout. Mais tu vois, j'ai envie d'avoir une maison avec un terrain, avec un potager et être en autonomie, avoir des toilettes sèches, arrêter de faire mes besoins dans de l'eau potable, vivre avec de l'énergie solaire et renouvelable, vivre sans plastique, que mon foyer soit également un sanctuaire pour des animaux qui ont été maltraités. Là, je serai en plénitude totale et pour moi, j'aurai atteint mon goal le jour où je serai dans ma maison à la montagne, auprès du feu, en sachant que j'ai 3-4 chevaux qui ont été sauvés de l'abattoir, quelques chiens heureux dans mon jardin, qui n'ont pas toujours été, des petits chats, et des tortues, des oiseaux, voilà. Et un mec qui m'aime, putain, et qui soit pas un pervers narcissique. Ouais, j'aurais atteint mon goal, je pense. Donc pour atteindre ce goal, il me faut 1 million. Je vais faire un cagnotte litchi. Objectif, 1 million. Bon allez, dernière question. Hello, tellement contente de te suivre depuis toutes ces années, merci. Ma question est la suivante. Suite à ta dernière mission en mer, qu'en as-tu retiré cette fois? Quelles sont tes conclusions sur l'avancée ou le recul du respect de la vie en mer? Et penses-tu retour et en mission Sea Shepherd? Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de ma dernière mission? Ma dernière mission, c'était aux Bahamas avec Sea Shepherd, la mission Good Pirates of the Caribbean, les bons pirates des Caraïbes, une mission qui venait en aide aux populations des Bahamas, sur les îles autour des Bahamas en fait, qui ne sont accessibles qu'en bateau, suite à un ouragan
très très violent qui a tout détruit sur les îles et les personnes se sont retrouvées sans rien. Donc nous, notre boulot c'était de faire des transitions pour apporter des vivres et des donations entre l'île de Nassau, Bahamas et les petites îles parfois accessibles qu'à 7 heures de navigation. Chaque mission a été différente, donc je pourrais dire plein de choses sur les autres aussi, mais tu me demandes la dernière. Ce que m'a appris la dernière, c'est que le plus important dans la vie, c'est d'avoir un toit où vivre et de quoi manger à sa faim et de l'électricité. Quand tu es face à des gens qui ont tout perdu, qui n'ont plus rien du tout, il y a beaucoup de femmes avec leurs enfants en bas âge qui avaient évacué l'île et le contact avec les gens sur place qui ont tout perdu, qui avaient déjà pas grand chose, tu vois. Tu comprends à quel point tu es privilégié d'être née en France, privilégié d'être blanche, privilégié d'avoir un peu d'argent. Ce que ça m'a apporté, c'est aussi du coup une encore plus grande difficulté de réinsertion sociale après mon retour de mission. Parce que forcément, t'as pas la même grille de lecture de la vie que la plupart des gens qui n'ont pas été là où t'as été, qui n'ont pas été face à quoi tu as fait face, qui n'ont pas vu ce que tu as vu, qui n'ont pas vécu dans les conditions dans lesquelles tu as vécu. Et ouais, il y a un fossé, Et toi, tu fais partie de ce monde-là. Et comment être heureux dans ce monde-là aussi, et ne pas dénigrer non plus les problèmes du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on est privilégié, mais il y a des choses pour lesquelles il faut qu'on se batte encore. C'est pas normal qu'on ne puisse plus filmer la police, par exemple. Et ce que ça m'a apporté, c'est aussi un des plus beaux souvenirs de navigation, puisque après la mission, on est parti de l'île des Mours, donc à côté des Bahamas, en Floride. La mission était terminée, donc on rentre aux États-Unis. On avait 27 heures de navigation, donc dans 27 heures, il y a une nuit. Les navigations de nuit, c'est toujours des sensations vraiment particulières, une grande vulnérabilité de l'homme face à la nature et tout. Tu passes par-dessus bord, voilà, c'est fini. Et t'as intérêt à respecter l'océan. Donc ça t'apprend l'humilité. Et cette nuit-là, le ciel était tellement beau. On voyait énormément d'étoiles. Et cette nuit-là, on s'est tatoué avec un ami qui s'appelle Misha, avec des aiguilles et de l'encre. Et j'ai fait celui-là. Tu vois, c'est Misha qui m'a tatoué avec des aiguilles comme ça. Et moi j'ai fait les étoiles. Et il a pas trop mal cicatrisé. Pas dégueu. Ce que ça m'a apporté aussi, ça m'a apporté le fait de beaucoup plus m'écouter. J'étais hyper fatiguée pendant cette mission, j'avais hyper mal aux genoux. Parce qu'aussi tu travailles toute la journée debout et tes articulations elles font ça toute la journée. Et j'étais vraiment fatiguée, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe de moi un petit peu, il fallait que je me repose, j'avais besoin de repos. Donc ce que ça m'a apporté aussi c'est ça. C'est d'être plus à l'écoute de mon corps, de mes besoins, de mes faiblesses. Donc pour répondre à ta question, je ne vais pas réembarquer avec Sea Shepherd de sitôt. Je leur ai dit que je suis fatiguée. Je leur ai dit qu'évidemment ils peuvent toujours compter sur moi s'ils ont besoin. Mais maintenant j'ai envie de consacrer mon énergie à des projets que j'ai sur Terre, avec des objectifs sur le long terme, de me concentrer sur cette activité que je fais sur internet, que j'adore, et d'aider les consommateurs à changer leurs habitudes, à apprendre à cuisiner. Donc cette année, je leur ai fait part de ma décision de ne pas embarquer. Et je t'avoue que ça me fait du bien de me poser un peu, de trouver un peu de stabilité. Et voilà. Et puis maintenant, j'ai pris la responsabilité de prendre soin de 2 chatons. Donc partir 3 mois, c'est plus aussi facile qu'avant. J'ai pas envie de les laisser 3 mois pour l'instant, elles sont encore petites. Même si je pourrais très bien les faire garder, ça se fait. Mais j'ai pas envie, je vis cette nouvelle vie de maman chat pleinement et elle m'apporte une stabilité aussi et c'était merveilleux de vivre avec mon sac à dos pendant 6 ans, de faire plein de trucs, de rencontrer plein de monde, de voir plein de paysages, de voyager. Mais j'ai besoin de respirer 2 secondes, ouais. J'ai besoin de me reposer. Quelles sont tes conclusions sur l'avancée ou le recul du respect de la vie en mer? Mes conclusions sur le respect de la vie en mer, c'est la cata. Ça va pas du tout. Quand tu commences à essayer d'imaginer ce qui se passe en mer là maintenant, t'es à milieu d'imaginer la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment très grave ce qui se passe et la majorité des gens ne le savent pas. Et la majorité des gens en plus ne s'en sentent pas concernés. Parce que la vie marine, on ne la voit pas. On ne voit pas ce qu'il y a sous la surface.
et tu protèges ce que tu aimes. Et pour aimer quelque chose, il faut le connaître. Et comme les humains ne voient pas ce qui se passe sous l'eau, ne connaissent pas les habitants de la mer et des océans, ils ne peuvent pas les aimer, puisqu'ils ne les connaissent pas. Mais si tu commences à connaître les pieuvres, si tu commences à connaître les poissons, si tu commences à connaître les cétacés, si tu commences à connaître les crustacés, tu vas les aimer, et très naturellement, tu vas avoir envie de les protéger. Les protéger d'un carnage sans précédent qu'il y a depuis plusieurs années en mer, dû à la pêche industrielle. Et non, c'est la cata. Et il faut mettre un point d'honneur à défendre les habitants de la mer. Quand on dit protéger les océans c'est quoi? C'est protéger ses habitants en fait. Si tu veux faire avancer la protection des océans, il faut sensibiliser sur qui sont les habitants de la mer et faire connaître la fragilité de cette biodiversité, la beauté de la vie sous-marine. Et c'est que comme ça qu'on gagnera le respect des humains pour la vie marine. Parce que regarde, déjà qu'ils voient ce qui se passe sur Terre avec les élevages, les abattoirs, les trucs, les machins, ils s'en battent les couilles. Alors en plus, les océans, ils ne voient pas ce qui se passe. Non seulement parce que ce qui se passe, c'est très loin, mais aussi parce qu'on ne voit pas les animaux marins, sauf si tu plonges, ou sauf si tu habites à côté de la mer. Et parce qu'on ne voit pas tout ça, il faut le montrer, il faut le dire. Et mes conclusions sont très négatives sur le respect de la vie marine. Et c'est pour ça que sur Insta et tout, je partage beaucoup de photos d'animaux marins. Quand on dit animaux marins, on pense aux tortues, aux requins, aux raies, aux dauphins, aux baleines. Mais il y a tellement de diversité animale sous l'océan et elle me fascine. Et j'ai envie de montrer la beauté de la population des océans. Et à quel point elle est fragile et à quel point elle mérite d'être protégée, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Partager des images, faire connaître les individus qui vivent dans l'océan et proposer des solutions. Expliquer aux gens que la priorité aujourd'hui c'est d'arrêter de donner de l'argent à la pêche industrielle et s'investir dans des associations parce que quand on pense protection des océans, on pense plastique, à juste titre, hein. Évidemment, dès que vous pouvez faire un nettoyage de plage et tout, putain, faites-le quoi. Mais là où il y a encore un grand chemin à faire, c'est la sensibilisation sur les premiers concernés qui sont les habitants de l'océan et qui sont les premières victimes du plastique et de la pêche. Et que l'un ne va pas sans l'autre. Et que le plastique n'est pas la seule problématique que connaissent les océans. Il y en a une bien plus grande qui est en train de le détruire. C'est la pêche industrielle, il faut le dire. Il faut le dire absolument. Parce que non seulement on vit les océans, en plus maintenant les animaux survivants de l'océan meurent à cause du plastique. Les oiseaux marins pareil, ils sont en voie d'extinction la plupart parce qu'ils n'ont plus de poissons à manger. Donc ils nourrissent leurs bébés avec du plastique qu'ils trouvent. Et je comprends pas pourquoi il y a autant de sensibilisation sur le plastique et pas sur la pêche industrielle. Alors que c'est deux problématiques tout aussi graves en fait. Mais dès qu'on touche à l'alimentation des gens, on veut offusquer personne, on veut déranger personne. Sauf qu'à un moment donné, on en est là où on en est, à cause de l'irresponsabilité de certaines personnes, et parce qu'on mange l'océan. Donc il faut que ça s'arrête, et il faut le dire, quitte à brusquer certaines personnes, excusez-moi, oui, il faudrait arrêter de consommer des animaux qui proviennent de la mer. Ah! Je suis en train de m'énerver, c'est l'heure de terminer cette vidéo. Je suis en train de perdre mon sang-froid. Hein? Tu vois? C'est quand je suis fatiguée. J'ai pas répondu à la plupart des questions auxquelles je voulais répondre. Je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram parce qu'en story, souvent, je réponds à des questions de mes abonnés. Je suis très proche de ma communauté. Donc vous aurez peut-être la réponse à votre question dans une de mes stories prochainement. Sinon, partagez un max ma chaîne YouTube. Comme ça, on a rapidement 100 000 abonnés. Comme ça, je refais une FAQ pour fêter les 100 000 abonnés. Grâce à toi. Et grâce à moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux à qui j'ai répondu, j'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Si vous avez des remarques par rapport à ce que je viens de dire, ou si vous avez envie de débattre, il vous suffit de commenter cette vidéo. S'il vous plaît, faites-le intelligemment, on est sur l'internet, et ne perdez pas de temps avec des personnes qui n'y croient pas parce que c'est à cause d'eux qu'on en est là. Bisous.